Bonjour à tous et à tous, bienvenue à Lacano pour votre magazine Les Grands Événements. On est ravis de vous retrouver pour parler de surf et de sport de glisse. Nous sommes à Lacano pour le Lacano Pro. On va partir dans les quatre coins de la région Nouvelle-Aquitaine pour vous montrer toutes les disciplines de sport de glisse, kitesurf, wakeboard, skateboard, tout y passera. Voici le sommaire ce soir. Direction Lacano à la rencontre de Pierre Lamotte, surfeur ambitieux originaire du Porge. Kitesurf, skate, wakeboard, quels sont les meilleurs spots de glisse en Nouvelle-Aquitaine? On vous les fait découvrir. Et parce que l'amour de l'océan rime aussi avec protection de l'environnement, nous vous présenterons les associations de la région qui œuvrent au quotidien pour préserver nos littoraux. Créé en 1979, le Lacano Pro est l'une des plus anciennes étapes du circuit professionnel de surf. Des grands noms ont affronté les vagues de Lacano, comme bien sûr l'américain Kelly Slater. On va parler de tout ça avec notre invité. Il s'agit de Laurent Rondy, le président du Lacano Surf Club et surtout directeur de l'organisation. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici chez vous à Lacano. Est-ce que le Lacano Pro est un grand rendez-vous bien sûr de Gironde? Est-ce qu'on le note dans l'agenda maintenant? Ah oui, oui. Alors c'est pas un grand événement de la Gironde, c'est un grand événement européen, voire international, puisque aujourd'hui c'est la seule étape qui existe en France pour tous les surfeurs français, mais également européens, de venir prendre des points pour tenter de monter dans le classement supérieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce Lacano Pro? Ce Lacano Pro, c'est 43 éditions avec toujours la même envie, la même motivation, le même dynamisme. Le même souci d'accueillir les compétiteurs, le public sur une plage magnifique et essayer de leur proposer à tous une expérience unique. Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de monde qui viennent voir les surfeurs et surfeuses. Il y a aussi les à côté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de cette édition 2025? C'est quoi sa particularité? La particularité, c'est que c'est un festival en fait. C'est-à-dire qu'on a la surf culture d'un côté, mais il n'y a pas que la surf culture. Et la surf culture, elle est liée à plein d'autres choses, la musique, le skate. Et c'est ce qui font les ingrédients entre guillemets de l'été, des vacances et de ce que pour beaucoup, quand ils viennent à Lacano, ils adorent parce qu'ils savent qu'ils vont passer des vacances, pas des vacances à l'américaine, mais des vacances à la médocaine avec tous les ingrédients qui font que quand on repart d'ici, on a envie que d'un truc, c'est de revenir. On parle d'une petite Californie? Ouais, complètement. Oui, on est sur une ville qui fait 5000 habitants le reste de l'année et on passe à plus de 80 000 en plein été, voire même 100 000. Et franchement, c'est vrai qu'on parle souvent des problèmes d'érosion et compagnie, mais mine de rien, on a un terrain de jeu qui est juste incroyable et en plus avec des conditions comme on a eu aujourd'hui, c'est le paradis. Ça représente combien de surfeurs, surfeuses qui viennent disputer ces vagues de Lacano? C'est combien de nationalités? Alors on a 117 surfeurs chez les garçons, on en a 62 chez les filles, donc c'est un record chez les filles parce qu'en général on est plutôt aux alentours de 45. Donc c'est ce qui prouve l'attrait de Lacano. Surtout le changement de date au mois de juillet. Et les nationalités, je pense qu'on a quasiment toutes les nationalités. On a des Italiens, on a des Espagnols, on a des Canariens, on a des Marocains, on a des Anglais, des Écossais, etc., etc. Bien sûr des Français. On a même des Suisses. Enfin franchement, toute l'Europe est représentée ici et on a même des Américains. Pour parler de cet événement et surtout de ce sport dans sa globalité, quel a été l'impact de l'arrivée du surf en France, notamment du surf professionnel en France, dans les années 80-90 et comment Lacano y a contribué? Dans les années 80-90, budgétairement, il n'y avait aucun souci. Il n'y avait pas de crise, l'argent coulait à flot et on a organisé ici des compétitions, mais juste, c'était l'avènement du surf en Europe. Toutes les grandes marques, les Quicksilver, les Billabong, etc., ils y allaient. Ici, on était WCT, Quicksilver, Lacano Pro. On avait un Pro Junior, on a vu des Medina venir ici, gagner le Pro Junior, gagner le WCT derrière. C'était une autre époque. Là, aujourd'hui, on a connu la crise, on a connu le Covid, et aujourd'hui, c'est compliqué économiquement pour les grosses entreprises, les majors, ce qu'on appelle dans le milieu du surf.
Et heureusement, on a des partenaires comme Caraïbos, comme le Café Maritime à Lacanau, qui sont à 300% derrière nous et qui nous permettent de pouvoir continuer à faire perdurer cette compétition. Et dans les années 80-90, pour revenir à la question initiale, Lacanau, c'était the place to be. C'était la première compétition, c'était la trilogie. Il y avait Lacanau, Hossegor et Biarritz. Et c'était la trilogie et ça commençait à Lacanau. Et là, on avait toute la crème du surf international. Moi, je me rappelle ici, Kelly Slater, qui, la première année où il est venu, il logeait dans un des appartements qui est en face. Et on était obligé de mettre des barrières de sécurité pour qu'il puisse sortir de la résidence pour aller accéder à l'eau. Voilà, mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, elle est révolue. Et Lacanau continue à essayer d'installer une nouvelle façon de vivre cet événement. On parle de ce surf professionnel, mais est-ce que dans ces années-là, le surf était praticable? Est-ce qu'il y avait énormément de monde qui pratiquait du surf dans ces années-là ici à Lacanau? Alors il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Le Covid a eu un impact exponentiel sur les gens voulaient plus sortir. C'est surtout que c'est une des activités qui a été, entre guillemets, de plein air, qui a été ouverte le plus tôt possible. Et tous les magasins sur Bordeaux se sont fait dévaliser. Et aujourd'hui, on le voit, le nombre de pratiquants qu'il y a. Encore en Gironde, on est relativement préservé, mais dans les Landes et dans le Pays Basque, là aujourd'hui, à la Côte des Basques, c'était impraticable. Donc, il y a énormément de gens qui pratiquent. Ça n'a rien à voir avec les années 80-90. Et on est vraiment sur un sport qui est démocratisé et qui, en plus, avec les JO, a encore plus séduit de monde. Justement, c'est quoi qui séduit à tous ces surfeurs, surfeuses qui démarrent comme ça, amateurs, cette pratique amateur? Alors, bien sûr, il y a le côté professionnel, mais cette pratique de loisir, de profiter, c'est quoi? Je pense que le surf, en fait, il a une vertu. C'est que quand vous êtes dans l'eau, il y a tellement de choses, il y a tellement de paramètres à gérer que c'est peut-être l'un des sports où vous êtes vraiment libre d'esprit de tous vos tracas du quotidien. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive de Bordeaux, qui a un boulot qui n'est pas forcément fun, des problèmes familiaux et compagnie, quand vous arrivez là, vous vous mettez dans l'eau, il va falloir gérer le courant, il va falloir gérer les vagues, il va falloir gérer la technique pour pouvoir prendre la vague, il va falloir gérer le monde à l'eau. Et vous n'avez pas le temps de réfléchir à la dernière facture que vous avez reçue, à la dernière engueulade que vous avez eue avec votre collègue, etc. etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose, alors peut-être que les gens ne mettent pas le mot dessus, mais en termes de sport santé, ça fait partie des disciplines qui sont les plus... qui offrent le plus d'évasion et de liberté dans la tête. Alors c'est vrai qu'on associe beaucoup le Lacanau Pro avec le surf bien sûr, mais il y a le skate, ce sport de glisse urbain. S'il y a une bonne association entre la mer et la terre? Oui, bien sûr, parce que c'est complémentaire. Les surfeurs, régulièrement, quand il n'y a pas de vagues, la première chose qu'ils vont faire, c'est aller skater, travailler leurs mouvements. C'est très complémentaire. Moi, je sais qu'au surf club, pendant des années, on avait un quiver de planches de skate, en fait. Et les gamins, dès qu'il n'y avait pas de conditions suffisamment accessibles, hop, on les mettait sur les skates et on allait au skatepark à Lacanau-Ville et on les fait travailler là-dessus. C'est complémentaire, complètement. Et d'ailleurs, dans les soirées, skateurs, surfeurs, tout le monde se retrouve. Justement, il faut aussi, dans votre développement du Lacanau Pro, avoir plusieurs animations, plusieurs offres, on va dire, pour le public, soit présent tout le long de la semaine et voir plusieurs choses. C'est la volonté de Lacanau. Lacanau, la volonté, c'est de faire un festival. Après, il y a d'autres organisateurs de compétitions qui organisent des compétitions où il y a la compétition de surf, Zatsol, une petite soirée le soir. Voilà. Nous, à Lacanau, on a toujours voulu ce moment festif où vous venez à Lacanau pendant Lacanau Pro, vous êtes sûr de repartir avec des étoiles plein les yeux et que vous avez passé une super soirée, des journées incroyables à la plage et que vous avez pu faire du trampoline, du skate, enfin voilà, vous avez pu vivre des choses pendant l'événement. Comment vous voyez le Lacanau Pro dans 5 et 10 ans? Dans 5 et 10 ans, moi ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à monter encore en grade et que surtout on arrive à véritablement à être un vecteur de professionnalisation des surfeurs. Moi aujourd'hui, je vois énormément de jeunes surfeurs qui galèrent à boucler le budget. Là, ils ont une compétition début août en Angleterre. Là, j'avais 3 gamins à la maison hier. Ils étaient en train de regarder les billets d'avion, le logement à 45 minutes, à 1 500 € la semaine, à 45 minutes du spot de compétition. C'est un budget de 2 000 € par personne pour aller en Angleterre. L'Angleterre, c'est à 1h30 de vol d'ici. Et ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Moi, ma volonté, c'est de pouvoir dire, quand vous venez à Lacanau, vous repartez avec un petit salaire qui va vous permettre de pouvoir avancer. Et puis surtout d'avoir toujours ce public qui vient et qui enflamme Lacanau pendant une semaine. Et justement, on parle beaucoup de ces jeunes qui veulent pratiquer ce sport.
comment on accompagne ces jeunes issus de la région Nouvelle-Aquitaine? On sait qu'il y a des très bons spots comme ici à Lacanau, Osgore, Biarritz, comme vous l'avez dit. Comment ces jeunes sont accompagnés par la Ligue, peut-être de la région Nouvelle-Aquitaine, pour se développer? Bien sûr, la Ligue, la fédération sont hyper importantes. La Ligue Nouvelle-Aquitaine, notamment avec Guillaume Billy, là, le permanent qui est speaker sur la compétition. C'est des gens qui sont investis, qui sont passionnés avant tout et qui essayent justement de faire au maximum le plus pour pouvoir soutenir les petits jeunes qui sont ici. Après, la problématique, c'est toujours pareil. On a accueilli les Jeux Olympiques Paris 2024 l'année dernière. Certains auraient tendance à vouloir dire qu'on est un pays de sportifs, mais en fait, on a des sportifs qui sont brillants, mais on a des politiques qui ont complètement oublié la politique sportive. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque, c'est des soutiens, des véritables budgets pour arriver à faire en sorte et de comprendre qu'un gamin qui passe son temps dans l'eau à faire du surf, il est mieux qu'à être sur les réseaux sociaux devant sa télé, dans son canapé, à jouer à la PlayStation. Donc là, il y a une vraie volonté de contribuer à justement développer tout ça et à faire partie des game changers, comme on dit, de la discipline. Merci Laurent en tout cas Avec de nous plaisir. accueillir chez vous ici au Lacanau Vous êtes les Pro, bienvenus. cette grande compétition qui existe maintenant tant d'années Ouais. et qui représente dans le paysage de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde. Merci Laurent. Merci à vous. Le Lacanau Pro, c'est la seule étape française encore au calendrier de la World Surf League. Plus de 200 surfeurs professionnels venus de toute l'Europe s'y donnent rendez-vous. Mais avant de se jeter à l'eau, passage obligé par le réveil musculaire. Échauffement, mobilité, concentration. Suivez les conseils de Quentin, notre préparateur physique, pour démarrer la journée. Europe s'y donne rendez-vous. On fléchit bien les coudes bien alignés aux épaules. Quentin, notre préparateur physique. Quentin, avant de Oui. se mettre à l'eau, il faut toujours faire un petit réveil musculaire. Bien sûr, tout à fait. Donc, bien sûr, un petit réveil musculaire avant d'aller surfer, c'est toujours, on va dire, le top et l'idéal. Pourquoi? Parce qu'on va réveiller déjà toutes les fibres musculaires qu'on peut retrouver dans le haut du corps et notamment dans le bas du corps. On sait que le surf, c'est quand même un sport assez technique et complexe. Donc, une activité en plus avant d'aller surfer ou après, c'est toujours, ça mange pas de pain, c'est toujours bien. Et tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, une séance de réveil musculaire? Qu'est-ce que tu fais à Donc- tous ces surfeurs et à ces personnes? Bien sûr, donc que ce soit des surfeurs ou des non-surfeurs, qu'est-ce qu'on peut proposer? C'est des activités thématiques. Donc on peut travailler que du haut du corps, s'ils ont travaillé notamment avant le bas du corps sur la plage, ou s'ils veulent travailler le bas du corps, on essaye toujours d'être en lien, que ce soit avec eux, mais aussi avec leur coach sportif, leur coach de surf notamment. Et le but, il faut toujours que ce soit ludique. Toujours ludique, bien sûr, une pratique ludique. On essaye aussi d'apporter un peu plus de thématiques comme le step, parce que c'est quelque chose de rythmé, donc le BPM il augmente de plus en plus vite. Donc pour aller dans l'eau, c'est notamment on prépare le cœur à l'effort et aussi le corps à l'effort, donc c'est très bien. Le surfeur, il doit travailler quoi exactement avant de se mettre à l'eau? Alors le surfeur, qu'est-ce qu'il doit travailler? Il doit travailler notamment tout ce qui est articulaire, donc un peu comme c'est un sport de glisse. Donc le surfeur, il doit travailler le haut du corps, tout ce qui est mobilité au niveau des épaules. Il doit travailler aussi les hanches, il doit travailler les genoux, mais aussi les chevilles, pour pas se faire mal. Pour pas se faire mal. Également, voilà, on sait que c'est 433 qui a effectué ça, Bien sûr. le département en lien avec la ville de Lacanau. Qu'est-ce que vous proposez d'autre aussi pendant tout cet été? Alors du coup, nous avec Cap 33, ce qu'on peut proposer, donc il y a la remise en forme le matin, mais il y a aussi notamment d'autres activités comme au niveau de la beach zone, le beach handball, le beach volley, mais aussi pas mal d'activités pour les jeunes à partir de 11 ans, que ce soit au Moutchik, donc entre Lacanau-Ville et Lacanau-Océan, où on propose diverses activités pour des enfants adaptés toujours. Pour conclure, est-ce que tu peux nous montrer des mouvements qu'il faut faire avant de se mettre à l'eau? Ok, des On petits travaille quoi mouvements. exactement en premier? Bien sûr. Donc des petits mouvements articulaires, on peut avoir ce petit mouvement-là, on va venir avec la paume de main au niveau du ciel et la paume de main au niveau du sol. On va venir, hop, passer de haut en bas et où on peut venir tout doucement croiser et décroiser, notamment avec un petit élastique. C'est toujours assez sympa. Merci, Quentin. Voilà, mais merci à vous. Hop, passer de haut en bas et où on peut décroiser, notamment avec un petit élastique. Sympa. Merci Quentin. Voilà, mais avec la paume de main au niveau hop, passer de haut en bas et où on peut
qui demande du temps, de la affûtée pour dessiner les courbes parfaites. À Sartosgård, dans son atelier, Oli Marquez sculpte bien plus que des planches de surf depuis plus de 10 ans. À 40 ans, il choisit de faire de sa passion dans ce style de planche, ce qui demande du temps, de pas un simple travail. il y a deux côtés avec Bien les mains, affûté donc pour dessiner. la moitié de la planche, que les anciens shapers, Pourtant, il choisit de faire dans ce style de planche, son travail. c'est plutôt ça que ça m'attirait beaucoup que les anciens. Tous les parties de shapers que j'adore, ils sont faits dans ce style de planche, tout à la main. Donc c'est plutôt ça que ça m'attirait beaucoup. Même la première prise de toutes les parties de shape, j'adore. Il n'y a pas une partie que je déteste. C'est plutôt un style. Même la première coupe, c'est que ça. Tu aimes la première prise de côte. Moi, j'adore rester à l'atelier, shaper et style simple, c'est ça. J'adore tout. À l'atelier, Il passe la majorité de son temps dans son atelier. C'est style. Il a créé une véritable communauté autour de sa marque. Pour tester ses créations, il s'appuie sur des ambassadeurs, des surfeurs qui partagent sa vision à affiner ses modèles. C'est notre feedback. Au fil des années, en fait, il me faut un retour constant. J'adore de la planche qu'on est chez l'atelier, soit un nouveau modèle, ou soit un modèle au fil des années, pour les améliorer. Une aide précieuse qui lui permet de continuer à créer au gré de ses envies. L'atelier, penser dans les moindres détails. Car le métier de shaper est avant tout une affaire d'équilibre et d'expérience, un artisanat exigeant qui s'apprend lentement, planche après planche, au fil du temps. J'adore. J'ai travaillé aussi comme back shaper à l'atelier. Les moindres détails. J'avais la chance, j'avais un atelier à Costa Rica pour les améliorer. J'avais la chance qu'ils sont passés pas mal de shapers californiens. J'adore pour faire ces planches. L'atelier. Les moindres détails. Connaissances pour les améliorer. Expérience. C'est un métier qu'il n'y a pas d'école. Donc, j'adore. En fait, l'atelier, les moindres détails. Les connaissances qu'on a ou des collègues pour les améliorer. Qui t'a donné? Il t'a donné un truc pour améliorer ton travail. Donc ces connaissances, il a passé les anciens à aujourd'hui. Et nous, on les passe à les nouveaux. Un parcours atypique qui a permis à Oli d'acquérir tout le savoir-faire que donne la maturité. Malgré une concurrence féroce et la montée en puissance des planches industrielles, les modèles custom séduisent encore un public exigeant. Et des ateliers comme celui d'Oli continuent de faire vivre cet artisanat entre passion, précision et liberté de création. Lui, en revanche, il est tombé dans la marmite du surf, tout petit. J'avais 17 ans, voilà, donc, et j'en ai 51 maintenant, donc c'est assez vieux. J'étais étudiant, hein, j'étais en terminale. Et voilà, c'est venu comme ça parce que mon père surfait et puis qui nous a transmis ça à mon frère et à moi. Donc je suis devenu shaper aussi par un peu nécessité parce que voilà, on était dans les années 90, début des années 90 et c'était très compliqué d'avoir une planche de surf. Donc j'ai cherché, j'étais bricoleur, j'ai cherché comment on pouvait faire et puis voilà, je suis devenu shaper par nécessité un petit peu. Tu as les moyens, tu shapes ta planche et tu vas la surfer le week-end. C'est fou. Enfin, voilà, c'est pas comme un tennisman qui va se faire sa raquette pour aller faire son match le week-end. C'est impossible. Il y a très peu de choses où tu peux te préparer. Le gars s'est fait ses skis pour aller skier. C'est impossible. Enfin voilà, là le surfeur il peut fabriquer sa propre planche et aller surfer 3 jours après avec. Ouais, c'est assez kiffant. Avec son frère, il a fondé cette marque qui propose différentes gammes de planches de surf. Et au fil du temps, ils ont su asseoir leur réputation. Aujourd'hui, l'industrie du luxe représente plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Shaper, un métier qui peut faire rêver, mais surtout une entreprise. Alors, je sais que ça peut faire rêver de venir ici ou de voyager, d'aller en Australie ou aux États-Unis
de voir l'ampleur de certaines grosses boîtes et de se dire « Ah, c'est un boulot très porteur, avec certainement avec un super avenir. » Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est quand même une bataille de tous les jours. Chaque planche vendue, c'est un combat. Tout le monde n'achète pas des produits à 600, enfin qui commencent à 600 jusqu'à 1500 €. C'est quand même un budget, des fois c'est un salaire. Donc il ne faut pas croire qu'il y ait ouf de planches qui sont vendues tous les jours, ce n'est pas du tout le cas. Il fabrique sur mesure et sur commande des planches pour dompter les plus belles vagues, tout en gardant dans le cœur la Charente-Maritime. Avec son frère Thomas, il gère l'entreprise, avec un temps d'avance parfois, et surtout en maîtrisant sa communication. Quand on a commencé, c'est-à-dire au milieu des années 90, on avait notre site. Il y avait très peu de marques qui avaient des sites, même des grosses enseignes. EDF n'avait pas de site, des trucs imposants. Même le gouvernement n'avait pas de site. Nous, on avait un site. Donc mon frère a toujours été dans la communication. Il a eu une agence de com, il a fait un tas de choses comme ça. Et il s'occupe maintenant de tout ce qui est un peu commerce, grand compte. Et il s'occupe toujours un petit peu de tout ce qui est un petit peu communication, évidemment, des events, la mise en place de l'avenue des Shapers et le reste. C'est lui qui s'occupe un petit peu de mettre tout ça en avant. Donc évidemment, si tu n'as pas d'image de toi, si personne ne te connaît, tu peux faire les meilleures planches du monde. Voilà, la communication, c'est extrêmement important pour te faire connaître, mais aussi pour que tu puisses vendre. Voilà, ça fait partie de. C'est très important dans une société, dans une boîte maintenant, c'est obligatoire. Preuve de leur réussite. Les deux frères ont ouvert ce temple du surf il y a tout juste un an, en Charente-Maritime. Voilà, ça fait partie de. C'est très important, c'est obligatoire. Preuve de leur réussite. Les deux frères ont ouvert ce temple du surf il y a tout juste un an, en Charente. Voilà, ça fait partie de. Maritime. Nous sommes de retour Les ici deux à frères ont Lacano ouvert pour ce notre magazine Les Grands Événements. Nous mettons en valeur et en avant les talents de la Nouvelle-Aquitaine, comme Pierre Lamotte qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps après cette session. Juste avant, raconte-nous un peu comment ça s'est passé cette session ici au Lacano Pro. Eh bien, au niveau de la compète, j'ai démarré hier matin, j'ai passé mes 3 premiers tours et puis malheureusement, je manque un peu de vitesse dans les petites vagues et le choix de planche aussi. J'ai besoin d'une planche un peu plus légère, mais bon, voilà, il y a les choix aussi, c'est comme ça passe pas là pour les 8e, mais next one. Il y a toute une stratégie à mettre en place avant Il y chaque session. a toute une stratégie, mais c'est plutôt, faut surfer et faire des scores, et après on voit la stratégie, quoi. Alors tu fais partie des jeunes talents de Nouvelle-Aquitaine ici à Lacano. Qu'est-ce que ça représente ce spot pour toi, Lacano? Mais ce spot pour moi c'est mon surf club, c'est la maison, c'est les copains, on est à l'aise forcément, on n'a pas forcément de stress, c'est la maison, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, toi qui es d'ici en plus, en pratiquant le surf depuis petit, c'est quoi ton histoire? Eh bien, moi j'ai commencé le surf pour la première fois avec Nicolas Rémy là, au Lacano Surf Club. C'était le premier gars qui m'a poussé sur une vague. Et puis directement j'ai accroché, c'était à l'âge de 5 ans. Et depuis, après je me suis mis aux compétitions. J'ai eu des hauts, des bas et voilà, on est là aujourd'hui. Voilà. On a parlé de ce spot de Lacano, mais la compétition en elle-même, le Lacano Pro, c'est un premier Graal à atteindre pour un jeune surfeur? C'est une compète emblématique. Elle fait partie du circuit européen. Là, actuellement, je crois que c'est une des seules compètes WSL-QS en France. Et du coup, ça fait du bien qu'elle soit représentée ici à Lacano. Et puis forcément, gagner une compète comme ça, c'est quand même quelque chose. Après voilà, pour le moment, j'ai beaucoup de travail, donc on n'y est pas encore. Ouais. Et justement, comment tu t'es préparé à cette compétition cette année? Eh bien, je me suis préparé, j'étais sur une autre compétition en moins de 20 ans, à Cap-Breton. Et du coup, j'ai pas eu trop le temps de me préparer, mais je me suis préparé bien avant l'hiver. C'est tout l'hiver que je me suis préparé, quoi. Et justement, dans cette préparation, il y a un aspect important, c'est bien sûr l'aspect mental, qui est important dans ce genre de saison. Comment tu gères la pression avant une grosse compétition comme ici à Lacano? Mais je dirais, je traversais des phases un peu difficiles ces derniers temps. Je reviens un peu. Je dirais que c'est surtout une confiance en soi qui apporte la confiance dans ton surf et si tu es bon en compète ou pas. Et ça,
ça évite d'avoir du stress, quoi, je trouve. Est-ce que tu as un rituel avant de rentrer à l'eau? Ouais, mais c'est secret. On va le garder ça secret. Ouais. C'est quoi qui te motive le plus quand tu vas faire tes sessions d'entraînement, de compétition? C'est le défi, l'adrénaline, la passion? C'est quoi qui te motive? Mais de temps en temps, c'est le défi et je pense à la compétition, mais faut aussi que je fasse attention à ça parce que ça joue aussi avec le fait de perdre le plaisir de surfer parce que c'est avant tout pour le plaisir que je surfe, quoi. Et également, qui sont un petit peu tes modèles qui t'ont un peu inspiré dans le surf? Est-ce qu'il y a des noms qui sortent un peu du lot? Mais ouais, j'aime bien. J'ai quelques modèles, Andy Irons, des Français. J'aime bien. Bon, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai plus quand même ailleurs dans le tennis ou dans le foot. Alors comment se passe également le développement et ton apprentissage entre surf, les études, tout ça à côté? Comment ça se passe un petit peu? Comment par exemple la ligue ou l'épaule t'accompagne, les clubs t'accompagnent dans ta progression? Mais moi actuellement je suis en STAPS à Bordeaux l'année et puis sinon j'essaie de jumeler ça avec les entraînements de surf, aller surfer. Mais il y a aussi la préparation physique. Bon, l'hiver on fait plus de préparation physique que de surf. Et pour le moment, voilà, je suis un peu limité par le budget, je manque de surfer l'hiver, quoi. On arrive à trouver un équilibre dans tout ça ou c'est compliqué? Ça va. Je dirais que tant que tu es heureux, tu arrives à trouver ton équilibre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Pierre? Eh bien, merde pour les autres, pour les prochaines. Hein. Super. Ça va. Je dirais que tant que... Bonjour Eh bien, Yann. les autres... Bonjour. Merci de prendre un peu de temps. Tu viens d'effectuer un peu de surf là, ce matin. Comment ça s'est déroulé et comment ça s'est passé? Ben, les vagues étaient un petit peu compliquées, mais malgré ça, j'ai réussi à trouver quelques vagues au début. Ça m'a pas permis de me qualifier au tour suivant, mais franchement, pour une première expérience, j'en suis très heureuse et j'en tire que des bons souvenirs. On va faire un portrait de toi parce que tu es vraiment issu de Nouvelle-Aquitaine. C'est une histoire de famille par rapport à ton papa. Mais juste avant, qu'est-ce que ça représente le Lacano Pro pour une sportive de la région? Pour moi, c'est vraiment une grosse étape du tour parce que ça a été un peu la compétition là où il va y avoir beaucoup de vues. On va avoir une grosse visibilité. Il y a du monde qui va venir voir. C'est tout le niveau européen qui se retrouve ici. Donc ça va pouvoir me permettre aussi de me confronter déjà à toutes les filles à ce niveau-là et aussi à côté d'obtenir de la visibilité pour aussi trouver des sponsors, etc. Donc c'est une très grande opportunité. Une belle expérience et vite revenir l'année prochaine, on peut dire ça? J'espère. On va faire un portrait de toi, Liane, parce que c'est une histoire de famille. On est sur notre thème histoire de famille. On peut dire ça, c'est vraiment une histoire de famille, le surf et toi? Mais mon grand-père, donc le père de mon père, surfait déjà. Mon père surfe et il m'a mis sur une planche très très tôt. Je pense que j'avais encore les nageottes sur ma planche, donc c'est vraiment pour moi c'est une passion et je sais d'où ça vient. C'est quoi les émotions, les sensations qui sont arrivées à ce moment-là? Mais moi au début j'en faisais surtout pour le plaisir et plus je venais dans le niveau, plus je comprenais que c'était vraiment ça que je voulais faire. Vraiment j'ai assez vite accroché. Et au fur et à mesure, dès que j'ai commencé les compétitions et tout ça, ça a été une histoire d'amour. Alors comment se passe également ton développement et ta formation ici en Nouvelle-Aquitaine entre Osgore, Biarritz, les compétitions? Est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre avec tout ça? Mais ce qui est compliqué surtout, c'est les études et le surf. Mais après, on arrive quand même à tout gérer. On a pas mal d'aide, donc j'arrive à quand même faire des déplacements sur toutes mes compétitions, sur toute la côte, que ce soit de la Bretagne jusqu'à Biarritz et dans d'autres pays aussi. Donc ça, c'est super. Quels sont justement les accompagnements pour continuer à te former, à te développer dans ce sport? C'est-à-dire par rapport à tes entraîneurs, comment ils arrivent à t'accompagner, on va dire, à être professionnel peut-être plus tard? Comment ça se passe un peu? Ben, j'ai beaucoup d'entraînements par semaine. Je m'entraîne à peu près tous les jours. Pas forcément que du surf. Je vais faire 4 séances de surf, je pense, par semaine, voire 5 en entraînement. Et à côté, je vais avoir de la préparation physique. Je vais avoir quelques séances de trampoline pour un peu travailler spécifiquement sur certaines choses. Et à côté, il faut aussi que j'essaye de trouver un préparateur mental parce que la compétition, c'est beaucoup de mental. Et à côté, on essaie de tout concilier et on voit ce que ça donne. Et justement, comment on arrive à dissocier le plaisir de surfer et être professionnel et être dans la compétition? C'est un travail, ça aussi, à faire? Mais moi, j'ai réussi à le trouver dans le sens où j'essaye de ne pas faire que des entraînements.
parce que des fois, trop d'entraînement, ça peut me faire craquer. Donc j'essaye de faire 5 entraînements par semaine. Et à côté, je vais prendre du plaisir, je vais surfer avec mes copains, je vais m'amuser, quoi. Finalement, on n'arrive pas à décrocher du surf. Non. C'est vraiment une grande passion, le surf. Explique-nous également ces entraînements. Qu'est-ce que vous faites exactement aux entraînements? Alors, il y a de l'entraînement bien sûr sur l'eau, mais aussi en dehors de l'eau. Comment ça se passe exactement? Généralement, les entraînements, c'est sur 2 heures. Donc on va aller faire une première partie pour se mettre en route. Et après, on va faire des petites séances de 20-30 minutes, entre lesquelles on va sortir, voir le coach. Il va nous donner toute une liste de choses à travailler et on va mettre à exécution. Et puis, on ressort voir ce que ça donne. C'est quoi le mot d'ordre quand tu surfes? C'est vraiment prendre du plaisir? Oui, généralement oui. Et toujours me dépasser. J'essaie souvent de me dépasser, vraiment c'est toujours faire mieux. Donc en gros, une grande histoire de famille et le surf, tomber rapidement amoureuse de ce sport. Voilà, exact. Merci Liane. Avec plaisir, merci à vous. Donc en gros, une grande histoire de famille et le surf, tomber rapidement amoureuse de famille et le surf, tomber rapidement amoureuse. Chaque matin, pendant la période estivale, Ismaël commence ses journées comme ça. Ici, on l'appelle le pirate de Pontaillac. Je ne suis pas forcément fan de dire la personne qui a une jambe en moins, parce que ça a quand même un qualificatif qui est réducteur avec quelque chose en moins. Je ne suis pas sûr que lorsque les gens me connaissent, ce soit quelque chose en moins que j'ai moi. C'est peut-être un petit truc en plus. Et ce petit truc en plus, c'est que je suis le pirate de Pontaillac. Depuis l'adolescence, il dompte les vagues. Quand moi j'ai commencé, j'avais 14-15 ans, je faisais du skimboard sur les plages du Chet, de la Grande Côte, de Pontaillac. Et les prothèses n'étaient pas adaptées pour aller dans l'eau de mer. Dans l'eau déjà, c'était pas adapté, mais alors l'eau de mer avec le sable, le sel, c'était la catastrophe. Et donc j'ai essayé de bidouiller, d'adapter les prothèses. Ça fait partie du terrain de jeu, moi, que j'ai. C'est de pouvoir, d'avoir cette excitation à bricoler les choses, à adapter. Mais à un moment donné, maintenant, on arrive à avoir des prothèses génériques. Il ne faut pas se trouver d'excuses en disant parce que j'ai pas une prothèse qui me pour le surf, je ne peux pas surfer. Non, il y a des vagues, tu vas à l'eau. Le plus important, c'est avoir la volonté et l'envie. Et donc, du coup, à un moment donné, on peut maintenant, avec du matériel générique quasiment, aller surfer. Il y a juste 2-3 petites bidouilles, mais c'est rien. Hein, c'est une petite chambre à air pour éviter que l'eau rentre dans la gaine. C'est des vis en inox A4 pour pas que ça rouille. Et pour ouvrir les pratiques de la glisse à tous, il a créé une association. Vague d'espoir. J'avais pas d'autres références handi dans mon entourage, mais à un moment donné, j'ai rencontré des personnes handi en centre de rééducation, en internat handi, à l'IEM de Talence où j'allais et tout. Et ça, c'est autour de 18-20 ans. Et il y a des copains handi qui m'ont dit « Tiens, est-ce que tu crois que c'est possible pour moi ?» Et vu que moi, je savais pas que c'était impossible, je l'ai fait. Et du coup, j'ai dit « Pourquoi pas essayer avec d'autres ?» Et avec ce groupe de copains handi et valides, on a commencé à tâtonner, à tester il y a 21 ans, 22 ans, 23 ans, à emmener des personnes handicapées dans l'eau, en adaptant le matériel, en adaptant les techniques. Et ce groupe d'amis, il a grandi et on a créé Vague d'Espoir comme une évidence pour apporter notre contribution, pas pour dépasser le handicap, pas par défi, mais simplement pour dire que si on vit ensemble, si on s'amuse ensemble, eh ben, on apporte toutes les réponses aux petites différences. Alors en fonction des handicaps, c'est plus ou moins gros, mais ce qui est important, c'est le regard. Est-ce qu'on s'accepte soi-même? Est-ce qu'on accepte le regard des autres? Et est-ce que l'on peut faire des choses ensemble? Eh bien oui, ça c'est possible. La plage, c'est un endroit qui attire tout le monde. Et ben moi, je veux que les personnes handicapées puissent venir aussi à la plage, à Pontaillac. Et si on le fait bien à Pontaillac, peut-être ça peut aussi rayonner à d'autres endroits. Donc du coup, chaque action est importante et même les petites actions ont peut-être une importance prépondérante qui permet vraiment de faire en sorte que le succès appelle à en faire plus. Et donc on essaye de faire ça, nous, avec les gens qui partagent ce lieu-là. Et donc je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour qu'à Pontaillac, tout le monde puisse venir s'amuser ici, sans se poser de questions, juste
avec qui je vais aller rigoler. On essaye de faire ça nous, là, et donc je vous donne rendez-vous dans ici. Rendez-vous dans Kitesurf, wakeboard, surf ou encore skateboard, la Nouvelle-Aquitaine regorge de nombreuses disciplines de sport de glisse. Nous allons prendre tout de suite la direction du bassin d'Arcachon pour vous faire découvrir le kitesurf. Ce qui est parfait quand on habite juste à côté de la plage, c'est qu'on peut choisir. Ce matin c'était glacis et là cet après-midi il y a du vent, les vagues sont pas top pour le surf. Alors c'est parti pour la session kite. C'est tellement une sensation géniale de liberté, complètement différente du surf, je dirais. Complètement différent. Bon là on a la gestion de l'aile et de la planche. C'est magique et je me sens bien ici dans l'eau. Après, c'est vraiment une super discipline en complément du surf. Quand les vagues sont pas top pour aller à l'eau en surf, on y part en kite. Après, c'est vraiment une super discipline en complément du surf. Quand on surf, on y part en kite. Trop bon. Après, c'est vraiment une super discipline en complément du surf. Et ensuite, on surf, on repart dans l'autre sens, on y part en kite. Après, c'est vraiment une super discipline en complément du surf. C'est mieux pour revenir. C'est ce que j'aime aussi, le côté dépassement de soi. Et tu te rends compte que tu es capable de bien plus de choses que ce que tu imaginais. Et ça booste ta confiance en toi. Et c'est génial. En toi, que tu es capable. Et là, c'est bon. Et ça, quand tu es parti, ça booste. Et c'est génial. Dépassement de soi, que tu es capable. Et là, c'est bon. Yeah, ça bouge. Et là, c'est bien. Que tu es capable. Quand tu sens que tu prends presque la vague. Bon, et que tu en as une énorme qui arrive derrière toi. Et qu'elle va te planter dessus et te casser dessus. Chaque été, des milliers de visiteurs affluent la ville de Lacanau, attirés par le son des vagues et l'esprit sportif. On va parler également de l'économie ici à Lacanau. Est-ce que les sports de glisse font amener beaucoup de touristes? On va en parler avec le maire de Lacanau, Laurent Péandé. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, merci de nous accueillir dans votre ville pour ce grand événement. Quel poids aujourd'hui représente le surf et les sports de glisse dans l'économie locale de votre ville? Alors c'est un de nos atouts, mais c'est l'atout principal parce que le surf c'est d'abord notre ADN et c'est l'histoire de la station, mais tout ce qui glisse effectivement aujourd'hui est concentré à la fois sur nos lacs et à la fois sur l'océan Atlantique qui est un formidable terrain de jeu. Et cette économie-là, on la développe aujourd'hui avec les partenaires bien sûr, les socioprofessionnels qui ont une offre tout à fait conséquente.
À titre d'exemple, c'est 19 écoles de surf sur le territoire. Mais l'économie, elle est déclinée aussi tout au long de l'année. On travaille avec nos partenaires comme Rosima, les Basques et les Landais, pour fixer sur la région Nouvelle-Aquitaine, effectivement, tous ces sports de glisse, puisque c'est une grosse partie de l'économie. C'est quand même le tourisme en Aquitaine, 8% à 9% du chiffre d'affaires de la région Nouvelle-Aquitaine. Et justement, comment la fréquentation touristique évolue-t-elle en lien avec ces pratiques de sport de glisse et de sport? Le surf, je pense, a bénéficié aussi de son attractivité Jeux Olympiques. Donc on continue, le français s'est approprié justement cette histoire. Et c'est pas un sport très facile, mais aujourd'hui, de par l'engouement qui a été suscité par notre médaille d'or au JO, on renforce cette attractivité. Et dans le temps, nous, puisqu'à travers cette compétition qu'on organise déjà depuis 1979, on a cette expérience, on a cette culture. Et autour de ça, on a construit notre identité et notre économie. Quel est justement l'impact d'événements comme le Lacanau Pro que vous accueillez, alors c'était au mois d'août, maintenant ce sera début juillet, pour la visibilité et l'économie locale de votre ville? Alors la visibilité, c'est un fait. Aujourd'hui, tout le monde est au courant, même sur les nouvelles dates du Lacanau Pro, qui nous ont permis justement de trouver de nouveaux partenaires qui sont plus disponibles pour inviter leurs clients, pour impliquer leurs collaborateurs. Donc ça, c'est une chose intéressante pour la ville de Lacanau. Ça a été beaucoup moins difficile cette année de boucler le budget. Ça a été une affaire de gros sous pendant des années, ça l'est toujours aujourd'hui. Et pour boucler ce budget-là, il a fallu mobiliser tous les partenaires et en particulier les socioprofessionnels du territoire. Donc nous avons beaucoup de partenaires, nous avons des majors sponsors qui nous aident à organiser cet événement. On n'est plus sur le CT40 que l'on a connu. J'en profite pour rendre hommage à ceux qui l'ont créé mais qui l'ont tenu à bout de bras. Aujourd'hui, la ville organise avec le Côte-Ouest, son partenaire de l'agence événementielle de Sud-Ouest. Important pour nous de le maintenir parce que cette identité-là, à travers le Lacanau Pro, c'est une histoire. On ne laisse pas tomber ses enfants, donc c'est notre ADN aussi, le Lacanau Pro. C'est vrai que c'est un rendez-vous à chaque fois qu'on pointe dans l'agenda le Lacanau Pro dans votre ville. C'est vrai qu'il y a les vacances d'été, bien sûr, où il y a énormément de touristes qui affluent votre ville, mais ce rendez-vous, c'est un rendez-vous important. Oui, parce qu'en plus, ça nous permet, en changeant de date, de lancer un peu mieux le mois de juillet. Et on s'aperçoit que les chiffres sont déjà conséquents. Donc le choix de cette date, il n'est pas neutre. Au mois d'août, nos hébergements sont complets. C'était peut-être un peu plus difficile à la fois d'attirer des partenaires, mais aussi de pouvoir investir le front de mer. Aujourd'hui, en démarrant début juillet, on peut s'apercevoir que l'événement, il a déjà été pris en compte et il est plutôt plébiscité à cette date-là. Dans le monde du vélo, on dit que le Tour de France attire des touristes un an après, quand il y a la visibilité de ce Tour de France. Est-ce qu'avec la visibilité du Lacanau Pro, les étrangers qui viennent regarder cette compétition viennent un an après, 2 ans après, voir la ville, voir tout ce que vous faites autour? Oui, on a une nouvelle clientèle sur le Lacanau Pro, ceux qui sont disponibles en début juillet, mais ça nous permet aussi de capter un peu plus la clientèle métropolitaine autour de Bordeaux, les étudiants qui sont encore là, les gens qui ne sont pas encore en vacances. Donc on a ces visiteurs. Et on est sûr que sur la fin de semaine, avec les conditions climatiques qui sont prévues et les vagues aussi, on va pouvoir s'éclater à Lacanau et regarder une belle compétition de surf. Pour conclure, comment les professionnels du tourisme intègrent-ils les sports de glisse et le surf dans leur programmation, dans leur offre de vacances, de choses à faire ici à Lacanau? C'est une offre très importante de notre office du tourisme, Médoc-Atlantique Tourisme. C'est eux qui pilotent sur 13 communes l'accueil et la promotion touristique. Donc aujourd'hui, quand on se déplace sur tous les salons ou en conférences de presse, la curiosité de la presse aujourd'hui, c'est bien comment ont évolué les sports de glisse dans le temps, comment aujourd'hui ils sont ancrés sur le territoire. Donc on communique beaucoup là-dessus, mais on a aussi une nature exceptionnelle, des pistes cyclables, des terrains de golf tout à fait incroyables, puisqu'on en a 3 parcours à Lacanau. Donc sur ce territoire-là, Médoc-Atlantique, avec Lacanau comme locomotive, aujourd'hui on est capable d'avoir une offre qui répond au désir de tous les visiteurs qui souhaitent venir sur les plages de l'Atlantique. On peut résumer donc la ville de Lacanau vit au rythme du Lacanau Pro, mais pas que, ça vit tout le long de l'année, c'est un peu ça? Oui, toute l'année, puisque si on regarde aujourd'hui, aussi par les équipements qui sont proposés, si vous venez en décembre et qu'il y a des vagues, vous avez des centaines et des centaines de surfeurs à l'eau. Donc c'est des gens qui fonctionnent dans leurs activités professionnelles avec la météo et qui, dès qu'ils le peuvent, s'échappent pour venir profiter de nos belles vagues et de notre littoral. Merci monsieur le maire de nous avoir accueillis ici. Merci à vous. S'échappent pour venir profiter. Merci monsieur le maire de nous avoir accueillis ici. Merci à vous. S'échappent pour venir profiter.
À Lacano, le surf est bien plus qu'un sport. C'est un art de vivre intimement lié à la culture locale et bien sûr aux enjeux environnementaux. On va parler de pas mal de choses sur la côte atlantique et à Lacano avec notamment Mariam qui est avec nous de Surfrider. Bonjour Mariam. Eh bien bonjour. Merci d'être avec nous pour parler écologie notamment. C'est très important, c'est vrai qu'il y a la compétition, mais il faut parler de tout ça. Quels sont aujourd'hui les enjeux écologiques dans les océans aujourd'hui? Alors, les océans, souvent on les sépare du climat, alors que les océans, c'est clairement le régulateur climatique. Par exemple, quand il fait trop chaud, on s'en est souvenu là, de la canicule, les océans, en fait, pendant tout ce temps, ils vont prendre énormément de chaleur. Et à contrario, quand il fait froid, eh ben, ils vont en relâcher. Ensuite, il y a 1 personne sur 3 dans le monde, c'est énorme, qui en dépend directement pour se nourrir. Donc c'est vraiment des ressources halieutiques, c'est là où vous regardez sur Marine Traffic, d'ailleurs je vous conseille de regarder sur ce site Marine Traffic, c'est tous les bateaux en temps réel. Et 90% de tous ces bateaux-là, c'est pour transporter des marchandises. Il y a aussi énormément d'inspiration scientifique avec les océans. Pensez que le poulpe, avec sa capacité à changer, à se dissimuler, ça a inspiré des capes d'invisibilité dans l'armée. L'oursin a des pattes qui ont inspiré des robots qui sont allés sur Mars pour avoir des pinces. Il y a l'étoile de mer qui est aussi également étudiée pour des recherches sur le cancer notamment. C'est extraordinaire. Et puis là, toutes les personnes que vous voyez ici, ils sont complètement en admiration devant cet océan. C'est aussi une grande ressource liée à l'eau. L'océan, c'est le berceau aussi de toute vie. S'il n'y avait pas les océans, il n'y aurait pas de vie. Donc c'est vraiment cette idée des océans, c'est pas entre guillemets juste venir et profiter du bien-être, mais il y a vraiment un rôle où on fait partie de cet écosystème et où on lui doit énormément. Aujourd'hui, on rappelle que Surfrider, c'est une ONG américaine, mais vous êtes bien implanté ici sur la côte atlantique, en Gironde et bien sûr Pays-Bas, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Vous êtes à Lacano. Quel rôle vous jouez ici à Lacano et sur la côte atlantique? Alors Surfrider, vous l'avez bien dit, à la base c'est américain et Tom Curren, justement un grand passionné de surf, est venu en fait sur la façade atlantique et il l'a appelé la petite Californie parce que ça lui fait penser aux belles plages qu'on a en Californie et il s'est dit tiens, si on continuait à poursuivre ce rêve de vouloir mobiliser les gens pour le découvrir, pour le protéger, vous savez, le commandant Cousteau, il disait une phrase que j'aime beaucoup, on protège ce que l'on aime. Donc c'est vraiment d'impulser chez les gens cet amour, cette passion de l'océan et pour après avoir envie justement de le connaître et de le protéger. Donc là, Lacano Pro, c'est la 5e année consécutive où on est là et c'est vraiment pour nous montrer à quel point les océans, voilà, c'est aussi un terrain de jeu pour le surf, ça peut être aussi un fort pilier, un fort moteur économique également pour la ville, pour le tourisme, mais c'est avant tout un patrimoine naturel à préserver et j'insiste dessus, à découvrir. On ne se mette pas directement en tête direct les pollutions, l'érosion, les problèmes. Vraiment, déjà à la base, à quel point ils sont importants pour nous et beaux. Et donc, il va y avoir dans nos ateliers justement cette phase de découverte des océans. Et on est aussi là, il faut quand même sonner, pas la tirette d'alarme, même si ça devrait être le cas, mais de petit à petit prendre conscience aussi des enjeux qu'il y a. Parce que vous savez, le cerveau, on n'est pas, quand on nous parle de dérèglement climatique, de beluga, d'ours polaires, tout ça, le cerveau c'est tellement loin pour lui au niveau géographique, ou même quand on vous dit d'ici 2050 les températures vont augmenter 2100, le cerveau il a besoin d'échelles préhensibles pour lui et géographiques et temporelles. Donc le fait d'avoir des antennes bénévoles un peu partout en Europe et d'avoir aussi un discours adapté à la protection justement de la ville de Lacano pour des Girondins, mais aussi pour des touristes européens, tout ça, on casse justement cette vision qui est beaucoup trop loin et on se permet aux gens de leur réapproprier leur vision de l'océan pour après mieux agir. Alors, merci en tout cas pour ces précisions et explications. En tout cas, rendez-vous sur le site de Surfrider si vous voulez voir tous les prochains événements et toutes les informations. Merci Marie. À vous, merci. De l'océan pour après mieux agir. Alors justement, merci en tout cas pour ces précisions et explications. En tout cas, rendez-vous sur le site de prochains événements et toutes les informations. Merci Marie. À vous, merci. De l'océan pour après mieux agir. Alors justement, merci en tout cas pour ces précisions et explications. En tout cas, rendez-vous sur le site de prochains événements et toutes les informations. Merci Marie. À vous, merci. De l'océan pour après. Alors justement, merci en tout cas pour ces précisions et explications sur le site des prochains événements, toutes les informations. Merci Marie. De l'océan pour après. Alors justement, merci en tout cas pour ces précisions et explications sur le site des prochains événements.
Bordeaux Skate Culture, c'est une association à but non lucratif. Aujourd'hui, on a plus de 400 adhérents. Notre objectif, c'est d'initier et de rendre accessible le skate au plus grand nombre, que ce soit dans notre skatepark au BDX Park, notre nouveau skatepark dans la caserne des pompiers, mais aussi dans la rue. Tu vois, aujourd'hui, on est dans un quartier, on est dans le quartier de Bacalan. La semaine prochaine, on est au Grand Parc. Donc notre objectif, tu vois, c'est de bouger sur toute la ville de Bordeaux et en Gironde aussi avec le département, et rendre accessible, que ce soit pour les lycéens, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les personnes en situation de handicap, avec notre label aussi Club Inclusif. Donc tu vois, on essaye vraiment d'être sur tous les fronts, aussi de travailler aussi sur toutes les inégalités hommes-femmes, parce que mine de rien, le skate est un sport quand même assez masculin. Donc on essaye aussi d'accompagner et d'initier plus de filles à la pratique du skate pour qu'il y ait un fossé qui soit moins creusé entre les filles et les garçons. Donc tu vois, on est un peu sur tout ça. Et ouais, c'est ça qui est génial. Aujourd'hui, on a un très beau lieu, le BDX Park, avec la ville de Bordeaux. On a réussi avec Eiffage Immobilier à trouver ce gymnase dans la caserne des pompiers, dans l'ancienne caserne des pompiers de la Benoche. Et aujourd'hui, on a un skatepark de 800 mètres carrés, tout beau, tout neuf, aux normes européennes, construit par U-Ramp, Andreas, un des meilleurs constructeurs de skatepark au monde. Donc ouais, là, c'est un beau cadeau pour la ville, un beau cadeau pour les pratiquants et un beau cadeau pour nous. Je reviens des championnats de France le week-end dernier, donc j'ai vu les skateurs de toute la France, que ce soit de chaque région. Et en Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai que je pense que c'est là où nous avons la plus grosse scène, la plus grosse synergie pour le moment, au niveau du skate en tout cas. Que ce soit avec la ville de Bordeaux, forcément avec tous les dispositifs qu'on a, les spots de street dans la ville, qui sont faits pour nous. On a aussi la ville qui est entièrement ouverte et acceptée à la pratique du skate. On ne peut plus prendre d'amende dans la ville parce qu'on fait du skateboard ou de la trottinette ou du roller. Ensuite, on a aussi les villes de Biarritz, de Cabreton, mais aussi de La Rochelle qui ont des grosses scènes skate aussi. Et donc de par toutes ces scènes en Nouvelle-Aquitaine, je pense qu'on a les nouveaux espoirs français qui arrivent de la Nouvelle-Aquitaine. De toute façon, on le voit bien aujourd'hui, il y a Vincent Milou qui arrive de Saubrigue, à côté de Cabreton. On a des très bons skateurs qui arrivent de notre région. Aujourd'hui, il y a Vincent Milou qui arrive de Saubrigue, à côté de Cabreton. On a des très bons skateurs qui arrivent de notre région. Aujourd'hui, il y a Vincent Milou qui arrive. C'est la fin de votre magazine Les Grands Événements. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques, François Laurando, Éric Bouget et Rémi Bissot. On se retrouve pour un prochain numéro.